Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. 21h-23h, carte sur table, le débat sur STV. Nous allons essentiellement parler des questions environnementales, du climat. Vous savez que les invités de ce soir, 3 au total, vous le savez très certainement, la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est tenue à Glasgow, c'est en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre de cette année. 5 ans après la COP21 qui a donné lieu à la signature de l'accord de Paris, les 197 signataires devaient donc se retrouver, comme je l'ai dit, du côté de Glasgow pour en parler, évacuer un certain nombre de questions en suspens. Les rideaux qui sont donc tombés pour les Africains et les autres pays du monde. Les Africains, eux, n'ont pas pu obtenir gain de cause sur les 100 milliards de dollars promis par les pays développés. Ils vont donc devoir revoir leur plan et se préparer pour la COP27 qui, elle, aura lieu en novembre 2022. Mais sur un plan beaucoup plus local, il faut dire que les pays de l'espace de la Commission des forêts d'Afrique centrale et à leur tête le ministre camerounais des forêts et de la faune comme président en exercice ont eu une démarche méthodique et engrangé d'importants résultats à cette COP26. C'est donc de tout cela dont on parlera ce soir, je l'ai dit avec 3 invités. D'abord, Anissé Kenfak, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita Tongo. Je voudrais préciser que vous êtes le président de l'association camerounaise pour le développement, l'entraide sociale et la protection de l'environnement. Oui, bien évidemment, je suis le président non seulement de l'association camerounaise pour le développement, l'entraide sociale et la protection de l'environnement, mais je suis également le promoteur du Forum national de l'économie verte et le coordonnateur du réseau africain sur le carbone et les changements climatiques. Sur le plan de la gestion des risques et catastrophes, je suis également le point focal national du réseau mondial des organisations de la société civile pour la réduction des risques et catastrophes. Et je voudrais ajouter que vous étiez à Glasgow. Oui, tout à fait. À l'occasion de ces assises. Oui, tout à fait. Nous avons pris part à la 2e semaine de la conférence. Donc, on n'a pas participé à toute la conférence, mais on y était. Merci infiniment d'être de notre ce soir pour partager votre expérience et certainement avoir un aperçu de ce qui a été dit et des perspectives sur cette question-là. Jean-Claude Lutte, bonsoir. Bonsoir M. Dipita et bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie de l'avoir convié une fois de plus sur ce plateau. Nous espérons que nous allons rassurer nos concitoyens sur les questions d'ordre environnemental et de développement durable et surtout aussi comment nous sommes en train de faire face au réchauffement climatique. Merci infiniment d'être là également ce soir. Enfin, nous avons Jean Yango, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'abord un spécialiste, je veux dire hors échelle, un expert de ces questions-là. Vous êtes économiste urbaniste. Exact. Vous êtes ancien directeur des études de la planification urbaine et du développement durable ici à la communauté de Douala, communauté urbaine de Douala, qui est devenue la mairie de la ville. Tout à fait. Vous êtes un peu la mémoire pensante des questions environnementales, développement et autres de la ville de Douala. Ouais. Moi, j'ai eu le privilège de prendre part à la conférence de Paris. Je n'ai pas eu le privilège d'être à Glasgow. Okay. En revanche, j'ai également été au niveau national, début des années 90, un des acteurs de la stratégie nationale de l'environnement au Cameroun. C'est dit que ce soir, on a certainement des personnes qui maîtrisent bien le sujet. Transition et on rentre au cœur du débat. Je commence peut-être avec vous, Jean Yango. Justement, partant de Paris, il faut dire que les attentes de Glasgow étaient, j'ai failli dire, incontournables. Je vais peut-être me redire très attendues au regard des enjeux sur les questions environnementales et climatiques. Oui. Alors, bon, je crois que ceux qui m'ont suivi ces derniers temps ne vont pas être surpris. C'est de dire qu'on voit toujours un peu ces derniers temps le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et vous connaissez aussi l'expression selon laquelle le mieux est toujours l'ennemi du bien. Donc quand on va dans des conférences internationales comme celle de Glasgow, il faut se dire que ce sont des négociations extrêmement difficiles. Vous avez fait état de 197 pays. Il n'est pas évident d'avoir un accord parfait, n'est-ce pas, de l'ensemble des pays. Mais si on procède à une analyse objective, on remarquera quand même qu'il y a des
engagements forts qui ont été pris et qui fait que la prochaine conférence COP27 qui se tiendra en Égypte sera marquée par des points beaucoup plus précis que pour la conférence de Glasgow. Ça, c'est déjà un engagement qui a été pris au niveau des financements, comme au niveau d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les organismes africains. Je pense notamment à la Banque africaine de développement, à l'Union africaine et à la Commission économique pour l'Afrique qui mobilise des ressources significatives. Vous faisiez état tout à l'heure de la grande victoire, on peut dire comme ça, qui a été obtenue par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, par rapport à la valorisation des forêts d'Afrique équatoriale, qui sont, comme vous le savez, le poumon, le réservoir de tout ce qui concerne les carbones, bien plus que l'Amazonie d'ailleurs, au regard de la déforestation que connaît l'Amazonie, et qui fait que là aussi, ne nous leurrons pas, nous les Africains, nous devons également retrousser les manches et, comme pour le développement des villes, savoir que le développement de notre pays, n'est-ce pas, de nos villes, repose d'abord sur leur propre patrimoine. D'accord. Alors, Alice, vous étiez donc au à Glasgow, d'entrée, au sortir, à la fin de ces assises-là, quel a été le sentiment général en termes d'avancée? On sait que les tractations étaient rudes, il y a des résolutions qui ont été obtenues pratiquement à la dernière minute d'arrache-pied. Quel est le sentiment global des experts et des pays qui ont participé au moment de se séparer? Oui, pour nous autres, déjà, c'est un sentiment peut-être à la fois de satisfaction, mais aussi de désespoir. Pourquoi? Parce qu'en tant que société civile, on a initié des plaidoyers au niveau africain et au niveau du Cameroun particulièrement pour que la COP26 soit effectivement un succès. Et donc, quand le prédécesseur parlait par exemple de la victoire d'obtenir 1,5 milliard pour tout le bassin du Congo, pendant que le bassin du Congo s'en sort avec 1,5 milliard, il faut noter que l'Afrique du Sud seule s'en sort avec 5 milliards. Et donc, pour nous, on estime que c'est insignifiant dans la mesure où, effectivement, si on reconsidère la position des forêts du bassin du Congo aujourd'hui comme le premier poumon forestier mondial, après l'Amazonie qui a connu ces catastrophes, justement, on comprend que 1,5 milliard de dollars, c'est insignifiant. Mais il faut aussi noter qu'en réalité, les pays développés ne soutiennent pas ceux qui croisent les bras. Si en Afrique du Sud, ils ont pu s'en tirer avec 5 milliards, c'est justement parce que là-bas, il y a une économie assez vivante et une économie qui, si elle n'est pas contrôlée, peut effectivement entraîner des effets néfastes sur le climat. Par contre, chez nous, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'évolution au niveau de l'économie. Et donc, si vous allez par exemple dans la stratégie de développement, la SND 30, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement un modèle de croissance verte qui agresse le réchauffement climatique. Donc, quelque part, pour nous autres qui avons ce massif forestier, on estime que 1,5 milliard de dollars, c'est insignifiant. Et donc, on en demande encore plus. Alors, Jean-Claude, de façon globale, il y a comme un satisfecit au sortir des travaux. Les uns et les autres pensent que c'est un sommet réussi, mais le pacte d'urgence complet pour refléter l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas forcément, n'obtient pas forcément le même sentiment de satisfaction générale. On ne peut pas avoir un sentiment de satisfecit, surtout lorsque on a l'impression qu'il y a un déplacement de compréhension de la notion de pollution, de dégradation de l'environnement. C'est-à-dire, à l'issue de ces différents sommets, depuis COP21, par exemple, jusqu'à COP26 aujourd'hui, nous constatons que les pollueurs, les grands pollueurs, restent les grands pollueurs. Mais maintenant, prennent conscience de leur niveau de dégradation de l'écosystème et veulent plutôt demander à ceux qui ne sont pas encore pollueurs de rester au statu quo, voire même de continuer à œuvrer à ce que la nature puisse être maintenue dans son état
de non-dégradation. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on est en train de parler des questions de développement, on se dit, mais ils sont des pays industrialisés, ils sont développés. Nous aussi, nous voulons être développés et industrialisés. Mais pour être industrialisés, ils ont eu à arriver à un certain niveau de développement par l'usage d'un certain nombre de technologies. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous, à travers la SND 30, où nous parlons d'industrialisation, de pouvoir dire les pays industrialisés se sont orientés, par exemple, autrefois, pour l'accès à l'énergie à partir du charbon, qui était un matériau très, très, très polluant aujourd'hui, et dont les uns et les autres sont en train de vouloir reculer. Ils ont, par exemple, utilisé l'énergie, le nucléaire, qui est très, très, très difficile à contenir et à maîtriser dans la durée. Nous avons la possibilité de procéder à une industrialisation, d'avoir accès à des énergies renouvelables, durables, non polluantes. Mais le point qui se pose, c'est que le concept de pollueur-payeur, c'est là où la question se pose, et avec acuité. Il faudrait une compensation lorsque nous allons fournir des efforts. Il a été dit tout à l'heure, et ça c'est une réalité, que grâce par exemple à la forêt du bassin du Congo, dont le Cameroun a également une très très grande partie, avec la réserve du Ndja et tout, nous contribuons à la réduction de l'effet de serre. Mais pourquoi le préserver? Parce qu'en réalité, le Brésil, à travers l'Amazonie, ils ont eu à procéder à l'industrialisation, ça a créé une déforestation. Mais nous voulons quitter un certain nombre de statuts de pays pauvres, nous voulons être pays à revenus intermédiaires, voulons être émergents et un tas de choses. Donc c'est là où nous disons qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Les grands pollueurs, les pays industrialisés, qui sont bel et bien en train de prendre les devants. J'espère que ce ne sont pas que des implosions ou bien des salons juste pour meubler. Mais il faudrait un réel engagement. Nous nous félicitons du fait que les États-Unis qui étaient sortis des accords de Paris sont en train de revenir. Mais on attend des engagements plus fermes, par exemple de la Chine, par exemple des États-Unis, par exemple de l'Allemagne, et puis que la quote-part qui doit être reversée aux pays africains qui sont en train d'œuvrer au maintien de l'écosystème doit être franchement reversée. Voilà qu'une fois de plus, ils ont botté en touche. Ils ont renvoyé à l'année prochaine lorsque nous attendons une facture parce qu'en réalité, il faut qu'on s'avoue une réalité. Rester dans de l'énergie durable, rester dans la préservation de la nature a un coût. Absolument. Nous demandons par exemple à nos populations de renoncer par exemple au bois de chauffage. Nous demandons à nos populations de limiter les feux de forêt. Nous demandons à nos populations de préserver la faune, la flore et tout un tas de trucs qui relèvent des habitudes de fonctionnement. Alors, il faut un certain nombre d'équilibres, de compensations par rapport à cela. Alors, et c'est là où nous disons que nos gouvernants, nos États ne sont pas suffisamment appuyés dans ce sens-là. Et c'est là où nous nous posons la question de savoir si réellement les uns et les autres ont besoin que nous y allons franchement ou bien qu'on va encore continuer à observer cette déréglementation climatique qui est véritablement très ancrée aujourd'hui. Moi, je ne connais plus les saisons à Douala. Alors, Jean Ngo, on sait que l'Afrique n'émet que 3% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut penser qu'après Glasgow, il y a quand même de sérieuses avancées pour l'Afrique? Est-ce qu'on peut se dire que les résultats sont plutôt insatisfaisants? Quel est le sentiment que nous, Africains, devrons avoir? Bon, permettez-moi d'abord de faire une petite correction. D'accord. Quand l'ami Olivier parle d'Afrique du Sud en la comparant à l'Afrique, c'est un peu compliqué, parce que l'Afrique du Sud est aussi, elle est africaine, elle fait partie de l'Afrique, et si elle a eu un peu plus que nous entre guillemets, c'est globalement l'Afrique qui a eu un peu plus.
Et à ce sujet, si l'Afrique du Sud semble avoir eu, vous avez parlé de 3 milliards de dollars, 5 milliards de dollars, c'est aussi parce que le charbon, qui est donc une énergie fossile, fait donc partie de toutes ces énergies dont on voudrait voir l'élimination d'ici 2035, je crois. Et il est tout à fait normal. Si vous regardez aussi la Chine, c'est à peu près la même proportion. Pour revenir à ce fameux principe où on dit l'Afrique ne pollue presque pas et puis on veut lui faire porter le chapeau, je pense que c'est un raccourci. C'est un raccourci qui est extrêmement, à mon humble avis, extrêmement dangereux et qui met donc les Africains dans une situation de chercher à polluer autant que les autres. C'est-à-dire que c'est comme si pour se développer, il faut, comme Colin Clark disait, non, les étapes de la croissance. Donc les Européens ne se sont pas développés, par exemple, en utilisant le numérique qui est apparu il y a quelques années. Donc, est-ce que ça signifie que nous, aujourd'hui, on ne doit pas l'utiliser parce qu'il y a 50 ans, les Européens n'utilisaient pas le numérique? J'ai dit non. Nous utilisons les ressources qui sont disponibles à l'heure actuelle pour pouvoir avancer. Donc, je suis, pour ma part, convaincu que si nous concevons et diffusons un discours rationnel et responsable, l'Afrique améliorera sensiblement son score par rapport aux initiatives qui conviennent à reprendre pour limiter les effets du changement climatique. Et je le dis, c'est déjà même à partir de chacune de nos maisons. Parce que si nous prenons le cas de la pollution de l'air, essayons, nous qui avons les grosses voitures, là, les 4x4, de faire des mesures de la qualité de l'air au lycée Dominique Savio ou à Liberman ou au lycée Josse. Vous allez vous rendre compte que ça atteint probablement des pics que l'on n'est pas en droit d'imaginer. Et si on fait une analyse des poumons des enfants qui sont des enseignants qui sont dans ce secteur, vous allez vous rendre compte qu'ils sont généralement asthmatiques. Donc, quand ça se passe chez vous, vous ne pouvez pas parler de 2 ou 3%, c'est 100% quand toute votre famille est asthmatique. Donc, il faut qu'on fasse attention de tenir un langage qui fait porter sur les autres les responsabilités qui parfois aussi sont les nôtres. D'accord. Maintenant, sur les avancées par rapport à l'Afrique. Sur les avancées par rapport à l'Afrique, je vous ai dit que les Africains, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai suivi, puisque je n'étais pas à Glasgow, je sais que l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique et bien entendu les pays africains plus individuellement ont véritablement pris la chose à bras le corps pour qu'à Glasgow, on ne soit plus seulement là à tendre la main. D'accord. Anissé, concrètement, qu'obtient l'Afrique de ces assises de Glasgow? Alors, en ce qui concerne les gains pour l'Afrique, je vais peut-être juste intervenir sur des points qui sont spécifiques à ceux qui nous concernent particulièrement, à savoir déjà la réduction des risques et catastrophes, parce que l'un des gains que l'Afrique obtient aujourd'hui, et donc comme beaucoup d'autres pays les moins avancés, c'est le fait que la notion de perte et dommage, qui n'était pas au sujet des COP, soit effectivement, soit désormais un sujet des COP. Et même si ça n'a pas été suffisamment bien défini, mais on a déjà quand même la Santiago Network qui est en tout cas le réseau chargé de coordonner un peu les travaux dans ce sens-là, qui a eu ses fonctions définies. Donc ça, c'est une chose. En ce qui concerne les marchés du carbone pour l'Afrique aussi aujourd'hui, on a le sentiment que c'est une opportunité que l'Afrique doit saisir, même si les règles à travers lesquelles ces marchés sont définis ne sont pas justes et équitables. Et donc le travail que nous faisons aussi aujourd'hui en tant que société civile, c'est de plaider justement pour qu'on ait des marchés carbone justes et équitables. Et ce sont des plaidoyers que nos États africains aussi doivent soutenir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de pollution climatique aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que l'urgence climatique est claire. Et lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a des catastrophes et tout, nous subissons. On n'a pas peut-être eu la chance de se développer comme tous ces autres États un peu plus avant, mais aujourd'hui, la réalité, elle est claire. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut se développer, comment on peut concilier le développement et la protection de l'environnement. Et donc, je pense que quelque part, il faudrait déjà qu'on comprenne qu'il faut s'aligner dans
dynamique de croissance verte, mais de voir au niveau de l'Afrique comment est-ce que les États africains peuvent s'organiser pour être plus forts, pour être plus, comment on dit ça, imposants dans les négociations. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Tant que les États africains ne s'organisent pas suffisamment dans les négociations, on aura toujours l'impression que c'est les pays développés qui imposent les règles et que nous autres, nous sommes juste obligés de subir. Mais justement, l'idée générale, c'est pays pollueur, pays payeur. Oui, il y a le principe du pollueur-payeur qui est mis en œuvre. Mais appliquons déjà ça au niveau national. Hein. Voilà, mais après, ce qu'il faut aussi noter, c'est que... Il faut signaler au niveau individuel. Si vous êtes gros pollueur, il faut en payer les conséquences. Bien sûr. Les taxes, par exemple, comme ça s'est vu au juste prix. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a ce principe de pollueur-payeur qui est mis sur pied à travers des systèmes d'échange de quotas d'émissions. Mais au niveau de nos États, justement, il faudrait qu'on soit bien organisé. Il faudrait également que les États soient suffisamment formés sur ces questions parce que pour les pays africains, ce sont des concepts qui sont encore lourds et complexes. Et donc, il y a une nécessité de bien se former autour de ça. Et voilà. Ce sera effectivement une opportunité pour les pays africains. Alors la démarche de la Banque africaine de développement, Jean-Claude Youth, qui évidemment demande aux pays développés d'accompagner les financements, mais qui permet quand même de mettre sur la table la moitié, 25 milliards de dollars, de dollars américains. Cette démarche-là, est-ce qu'on peut sous-peser son efficacité, sa pertinence je veux dire, est-ce qu'elle peut véritablement soutenir la volonté de ces pays africains qui veulent quand même contribuer à la protection du climat et de l'environnement? Oui, il espère Yango, oui, a évoqué tout à l'heure les véhicules. Prenons un cas simple comme ça. Nous ne sommes pas producteurs de véhicules pour l'instant au Cameroun. On a été. Hein. Oui, bon, nous n'avons même plus de chaîne de montage de véhicules pour l'instant. Donc, ce qui voudrait dire que si nous avons des véhicules, ils nous viennent d'ailleurs. Le gouvernement, par exemple, est en train de vouloir réduire le nombre de véhicules occasion qui sont à plus de 5 ans. Parce qu'on sait que lorsqu'un véhicule est suffisamment amorti, il est plus pollueur qu'un véhicule neuf. Donc, voici un certain nombre d'éléments. Maintenant, on peut prendre uniquement cette approche et dire comment, avec nos partenaires, peut-être de l'Union européenne, puisque l'essentiel de ces véhicules d'occasion nous viennent de l'Union européenne, comment peuvent-ils nous accompagner dans le cadre de la réduction des effets de serre au Cameroun? Ils peuvent, par exemple, recycler tous les véhicules à destination du Cameroun ou bien des pays africains. Les ramener à un état de pollution maîtrisable. C'est un élément, c'est-à-dire en amont, pas en aval, mais en amont. Et autre chose, nous aussi, au niveau en aval, l'Europe et les pays occidentaux sont en train de vouloir migrer vers des véhicules électriques, dits moins polluants que ceux qui utilisent l'essence et pire encore les véhicules diesel qui polluent énormément. Mais on n'a pas encore trouvé la solution au niveau des poids lourds parce que les poids lourds nécessitent une certaine puissance et il faudrait qu'on soit aussi à même de produire des moteurs électriques suffisamment puissants pour pouvoir être utilisés par les poids lourds. Ça c'est de 1 et de 2 maintenant les points par exemple de recharge de ces véhicules-là doivent être vulgarisés, surtout que nous sommes dans des pays où nous avons encore énormément des zones d'ombre en termes de couverture électrique. Donc, ce qui veut dire que voilà les éléments où, si on dit accompagnez-nous à réduire, par exemple, le taux de couverture en énergie électrique sur l'ensemble du territoire, les uns les autres ne peuvent pas forcément voir que ça a un impact sur l'environnement. Parce qu'en réalité, on pourra répondre à un certain nombre de défis. On peut par exemple migrer vers tout ce qui sera électrique et peut-être en réduisant tout ce qui sera d'origine du pétrole, qui est polluant aujourd'hui. On peut également passer à une réglementation sur les zones, au niveau des zones industrielles.
Vous voyez par exemple, habituellement, vous savez que ça c'est une usine, lorsque vous êtes en train de voir une cheminée qui est en train de sortir beaucoup plus de la fumée et tout, il faudrait qu'on se dise, cette fumée est-elle biodégradable ou pas? Ou bien, est-ce qu'on traite cette fumée avant qu'elle ne puisse aller au niveau de la nature? On en est où? Est-ce que... vous interrogez les stratégies, je vais peut-être relancer Jean Yango là-dessus. Voilà. Est-ce que les entreprises ont les moyens? Y a-t-il une stratégie commune, justement, africaine pour cette question d'environnement et climatique? Et pour revenir aussi sur le plan local, je veux dire que vous avez justement signalé tout à l'heure un élément qui m'a paru assez important. Selon qu'on soit, par exemple, au lycée Jos où la consommation en termes de véhicules de carburant est assez importante. Au cylindre. Voilà, les cylindres. Ou alors que l'on soit dans une zone relativement retirée. L'impact est sur le plan local. Est-ce qu'on peut aussi également avoir un aperçu de la stratégie gouvernementale relative à ces questions? Bien sûr qu'elle a d'ailleurs été exposée non seulement à Paris, à la COP21, mais elle a été réitérée à Glasgow. Donc, ce qu'on peut dire de ce point de vue, c'est que par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable, les choses avancent très très vite. Bon, j'ai la chance parce que j'ai mon fils qui a travaillé sur les batteries, là, voilà, il y a un peu moins de 5 ou 6 ans. Et quand il voit l'évolution aujourd'hui, il me dit, mais papa, c'est incroyable, hein, l'évolution d'autant qu'en plus on a l'avantage en Afrique d'avoir la matière première, même si elle est concentrée essentiellement dans les pays du Grand Lac et en particulier en RDC. Toujours est-il que je crois que l'Union africaine et la CEA, la BAD, appuyée avec la BAD, ayant véritablement pris les choses en main, on peut espérer que les choses ne se feront pas attendre. Cela étant dit, si nous prenons le cas des villes, hein, puisque l'humanité de demain, ce sont les villes, les villes sont donc les lieux de concentration de la pollution les décennies à venir. Et quand on prend le cas des villes en particulier, le système de transport, hein, le transport notamment, font partie de ceux qui contribuent le plus à la pollution, la production des gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il faut changer de paradigme et nous orienter vers les pratiques en termes de mobilité qui, on l'espère, n'accroîtront pas les disparités sociales, mais contribueront à diminuer les effets de gaz à effet de serre, d'où passer à un transport de masse. Raison pour laquelle on parle de bus à haut niveau de service pour ce qui concerne le Douala et surtout la marche à pied. On n'a pas besoin de payer pour marcher sur le trottoir. Il faut que le trottoir soit aménagé avec tous les avantages que ça représente au niveau de la santé. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs saluer l'initiative qui est prise par le maire de la ville de Douala en particulier de libérer les trottoirs, non seulement parce que ça permet la marche à pied qui constitue le mode de déplacement le plus important aujourd'hui, mais également parce que c'est ce fameux trottoir qui différencie la ville du village. Hein. Dans votre village, il n'y a pas de trottoir, il y a des routes sans trottoir. Vous voyez, vous pouvez bitumer ou paver ou dans votre village, mais s'il n'y a pas de trottoir, ça reste ça ne devient pas pour autant une ville. Vous voyez donc c'est ça la différence. En revanche, la ville de demain, qu'on veut numérique, etc., elle est assise sur le trottoir, elle est assise sur le mètre, la bordure du trottoir de le mètre qui suit. C'est là où vous avez tous les réseaux d'électricité pour les véhicules électriques ou à gaz. C'est là où vous avez la canalisation d'eau, le réseau téléphonique. Donc si vous ne maîtrisez pas vos trottoirs, vous ne pouvez pas faire la ville. Donc, et encore moins une ville peu polluante. Donc c'est la raison pour laquelle toutes ces initiatives, toutes ces actions qui sont en train d'être prises sur le plan local et visantes à nous permettre à engager déjà localement des initiatives qui ne contribuent pas à polluer sont à prendre vraiment au sérieux, quoi, à mettre à l'avant-garde de nos agendas. Et cela apparaît d'ailleurs clairement dans la stratégie nationale 2030, même s'il y a quelques doutes là-dessus. Mais de toute façon, c'est incontournable. La solution viendra d'abord, elles viendront de la base interne, si vous voulez que je m'exprime ainsi.
Bon, je vais réagir un peu à la petite digression. Sur le village, le mien, c'est A, quoi. Donc, je n'ai pas forcément les problèmes de trottoir. Ah ben, non, vous n'avez pas trop. C'est même pas là qu'on a commencé par libérer les trottoirs. On a même des difficultés. Voilà. Alors, est-ce que l'Afrique, je veux dire, est-elle en capacité de mener par ses propres initiatives, peut-être par ses propres moyens, elle demanderesse, elle demande à... Je veux dire que si l'Afrique se met debout comme un seul homme, est-elle en capacité de mener elle-même, évidemment selon la vision globale, en harmonie avec les autres continents, sa stratégie pour la protection de ses forêts, de son climat, de son environnement? Ok, merci. Je voudrais peut-être déjà compléter ce que l'expert Volontiers. M. Yango a dit tout à l'heure sur la politique locale de gestion de l'environnement, pour dire que oui, au niveau national, on a des textes qui nous permettent effectivement de gérer, notamment la loi cadre sur l'environnement de 96. Mais après ça, l'environnement est très très dynamique aujourd'hui. On a des thématiques émergentes tous les jours. Hier, on avait l'économie verte, l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est les marchés internationaux du carbone. Et Dieu merci, nous autres, en tant que société civile, nous travaillons justement à accompagner le gouvernement avec des partenaires comme Carbon Market Watch ou encore la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale pour impulser la dynamique autour de cette thématique nouvelle. Donc, à côté des textes qui existent déjà, il est intéressant qu'on développe davantage des stratégies. Pour le cas de l'Afrique, il serait intéressant effectivement qu'on ait une stratégie sur les systèmes d'échange de quotas d'émissions pour les pays africains. Peut-être ça peut être sous-régional, national, mais déjà il faudrait qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là pour que ce soit effectivement bénéfique pour les pays africains. Maintenant, en ce qui concerne les moyens de l'Afrique à faire face au réchauffement climatique, je pense que oui, les pays africains peuvent, à travers des initiatives fortes, si on a des institutions fortes, notamment une COMIFAC qui est assez forte, nous pouvons développer des actions qui soient assez intéressantes pour la protection de nos écosystèmes. Mais maintenant, lorsqu'on a, par exemple, des institutions qui sont obligées d'attendre des financements qui viennent d'ailleurs, par exemple, pour se préparer à aller à la COP, on est obligé d'attendre que ce soit des partenaires extérieurs qui contribuent. Vous comprenez qu'en gros, on n'a pas beaucoup de... On ne prend pas marge de manœuvre. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est comme si on ne prenait pas vraiment cette question au sérieux. Donc, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. On a, par exemple... la COMIFAC, comme vous l'avez dit dans le titre même, qui risque de fermer les portes ici, effectivement, on n'a pas la COMIFAC va faire partie presque essentiellement du deuxième volet parce que ça nous concerne encore plus directement dans la sous-région. Voilà, donc si on n'a pas effectivement des mécanismes de financement qui permettent de financer la gestion, le fonctionnement de la COMIFAC, il est fort probable que ça n'aboutisse pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que quels que soient les fonds qu'on obtient à travers la finance climatique, ces fonds ne financeront jamais le fonctionnement de la COMIFAC. Or, il faudrait bien qu'il y ait des hommes qui soient là de manière permanente pour travailler à ce qu'on puisse développer des actions fortes pour capter des fonds et tout. Donc, voilà un peu comment est-ce que je pense que l'Afrique peut se mobiliser pour faire face. Jean-Claude Jude, sincèrement, est-ce qu'on peut donner un chèque en blanc, avoir véritablement confiance à ces pays participants qui prennent des engagements? On a pu voir qu'après le dernier sommet de Glasgow, c'est à l'arraché qu'on a obtenu, je pense même que le président de la Commission était en larmes, il était ému. Est-ce qu'on peut avoir confiance justement parce que, après Paris, la mise en œuvre des résolutions, c'était pratiquement forceps, tout le monde n'a pas respecté ses engagements. Voici de nouveaux engagements, même si les avancées ne sont pas forcément ce qu'on attendait. Cette volonté-là, peut-on l'apprécier? Peut-on se dire que, indépendamment de tout, les États sont véritablement conscients de la menace et veulent apporter des solutions définitives par rapport aux accords obtenus? Je commencerai par la fin. D'accord. La conscience de la menace, ça c'est une réalité. La preuve, on ne cesse de sensibiliser sur la déréglementation climatique. Et ces sommets de COP21, ainsi de suite, qui ont des dirigeants au plus haut niveau des États, témoignent à juste titre du niveau de considération de ces questions. Là, sur ce point-là, il n'y a pas de souci, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être un grand expert pour constater qu'il
il y a eu une fonte des glaces au niveau de nos différents pôles. Et ce qui est à même de pouvoir nous conduire à l'augmentation du niveau des mers. Nous sommes exposés à ceci, à cela. Nous le savons. Les uns et les autres constatent une déréglementation climatique à travers le changement de climat. C'est même à certains points beaucoup plus prononcé. C'est une réalité. Bon, donc, sur la prise de conscience, c'est là. Mais maintenant, quant à la mise en œuvre des engagements qui sont souvent pris lors de ces différents sommets, colloques et tout, le problème, c'est la réalité sur le terrain par rapport au tissu et au modèle économique qui a été bâti sur plusieurs années et dont l'évolution technologique, parfois également, nécessite aussi une prise de temps parce que n'oublions pas qu'il faut accroître, par exemple, les moyens dans le cadre de la recherche et développement. Je vous prends un exemple simple. Voilà la France qui voudrait passer au niveau des centrales nucléaires à un modèle un peu plus évolué, l'EPR par exemple. Et initialement, c'était 2 milliards d'euros, 4 milliards d'euros. Ils en sont aujourd'hui à 13 milliards d'euros et ce n'est pas encore livré. Et c'est une seule centrale. Vous pouvez imaginer la France dont l'essentiel, par exemple, de la production de son énergie électrique est à base de centrales nucléaires, qui doit construire ce type de centrale de nouvelle dernière génération partout en France, et que si chaque centrale va coûter 13 milliards d'euros, pour cette économie avec un ralentissement de l'économie mondiale, qui ne cesse de connaître un certain nombre de coûts liés à la pandémie et à la contraction même de l'économie mondiale et tout, il y a véritablement parfois matière à reculer par rapport aux dirigeants et de dire nous allons le faire. Je vous prends encore un autre exemple. L'Allemagne qui s'était engagée à fermer un certain nombre de centrales nucléaires n'y parvient pas. Bien même plutôt de dire le déficit énergétique commence à être accru, je vais réouvrir certaines centrales dont j'ai fermé, mais plutôt les recycler et ramener ces centrales à un niveau de pollution de manière optimale, mais parce que le tissu économique était déjà commencé à être touché. D'accord. Bon, donc la volonté y est, la réalité les rattrape parfois. L'ambition d'arriver à 1,5% d'émissions et tout, c'est la réalité pour que nous puissions vivre dans un monde où il fait beau vivre. Mais les besoins sont là, l'espérance de vie est croissante, les populations en demandent, mais pour pouvoir assouvir un certain nombre de besoins, il y a une facture de la dégradation qui doit être payée. Et c'est là où je reviens à votre question de tout à l'heure que vous avez posée à M. Anicet, par exemple, est-ce que les pays africains ont les moyens de pouvoir sous-tendre et soutenir les orientations de préservation de l'environnement? Je dirais non. Honnêtement, non. Je vous prends un exemple simple. Si vous décidez que uniquement, je ne prends même pas toute la forêt de la zone du bassin du Congo. Je vous prends juste la réserve d'Undja. Le gouvernement qui s'engage, par exemple, à lutter et à préserver cette forêt. Il faut, par exemple, mettre sur pied des techniques de surveillance de cette forêt pour savoir qui est en train d'abattre un arbre. Est-ce que celui qui est en train d'abattre cet arbre est en train de remplacer cet arbre par en train de planter? Ou bien, est-ce que cet arbre qui est en train d'être abattu est véritablement parmi ceux qui sont autorisés à être abattus ou pas? Vous voyez ces éléments de surveillance, des drones, du personnel, ces moyens-là, honnêtement, nous n'avons pas les moyens de surveiller toute la forêt de la réserve d'Undja. C'est-à-dire de fond en comble, arbre après arbre. À partir de ce moment, nous disons qu'il faut un accompagnement. Si nous regardons par exemple au niveau de la recherche et développement pour des techniques alternatives et des méthodes qui vont nous permettre de quitter la technologie de moins polluant à une technologie où on est à même
de dire qu'on est en train de préserver l'environnement, il faudrait que nous ayons des moyens dans le cadre de la recherche et développement. Et vous regardez la configuration des budgets de nos États. Quelle est la part que nous donnons à la recherche et développement? Regardons par exemple même au niveau de nos ministères. Nous avons, c'est pas manque de volonté, mais on est là en situation où on est en manque de tout. On a besoin de plus d'éducation, on a besoin de plus de santé, on a besoin de plus de routes, on a besoin de ceci. Alors, à recherche et développement, par exemple, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui a besoin de plus de moyens pour qu'elle puisse maintenant apporter un certain nombre de solutions alternatives. À partir de ce moment-là, est-ce que nous avons ces moyens? Nous ne les savons pas. Donc, c'est pour dire que c'est là où nous sommes attendus. Nous sommes attendus, nous disons que nous nous félicitons du fait qu'on a encore la possibilité d'accompagner les pays pollueurs. Mais il faudrait qu'ils prennent aussi leurs responsabilités parce que si la planète est en train de se dégrader aujourd'hui, ce n'est pas les pays africains qui disposent par exemple des bombes nucléaires. Ce n'est pas des pays africains qui disposent des usines où lorsque vous arrivez par exemple à Pékin, vous avez du mal à voir à plus d'1 mètre face à vous. Donc c'est à partir de ce moment-là où nous disons que les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités. Les engagements qu'ils prennent en ce qui concerne l'accompagnement des pays africains qui, grâce à leur écosystème, peuvent préserver également l'écosystème mondial, ils doivent véritablement nous accompagner, nous appuyer et qu'ils soient sincères, bel et bien, dans ces différents engagements. Jean Yango, quand on regarde la configuration de nos cités, et quand on met à côté de cela nos habitudes de vie, est-ce qu'on peut penser que structurellement, nous sommes dans un schéma de conservation de l'environnement, de la préservation du climat? Est-ce qu'on peut penser que nos cités, notre cadre, notre environnement, déjà, tel qu'il est structuré, constitué, favorise cette question-là? Permettez-moi d'abord d'utiliser des images un peu plus simples pour expliquer ce qu'il venait de bien dire. C'est qu'il existe dans le monde ce qu'on appelle les biens publics mondiaux. Donc, si on les qualifie ainsi, c'est-à-dire que c'est des biens qui appartiennent à l'ensemble de l'humanité. C'est le cas des forêts du bassin du Congo qui conservent le carbone. Et ce carbone, il vient du monde entier. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'ils contribuent justement à lutter contre les effets du changement climatique, qui ont des effets à l'échelle mondiale, il est tout à fait normal que de ce fait qu'il y ait une solidarité internationale qui fasse en sorte que les pays du Nord en particulier contribuent aux effets de la lutte contre la préservation. Donc, en fait, on ne commande pas, c'est ce qui est de droit. Voilà, parce que ça, ce sont des biens publics mondiaux. C'est pas comme les vaches qu'on vend au marché de Tendi à Koutaba qui appartiennent à ceux qui vont sur le marché ou à Bodendalé. Donc, je crois qu'en ce qui concerne nos territoires, je crois qu'il faut considérer à la fois les territoires ruraux et les villes. Il faut objectivement reconnaître, pour ceux qui prennent la peine de constater comment fonctionnent les villages, que ceux que l'on appelle villageois, entre guillemets, n'ont véritablement pas de leçons à recevoir de la part des chantres de la lutte contre les changements climatiques, parce que, en règle générale, sauf quand ils sont au contact des urbains, ils sont résilients en permanence. Ils sont en phase avec les effets de préservation de leur environnement. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix, puisqu'ils vivent en état de précarité quasi absolue. C'est dans les villes, par contre, que l'on constate des comportements anti-environnementaux et qui justifient donc toutes ces actions de sensibilisation de la société civile, toutes ces politiques publiques que l'État met en œuvre et qu'il diffuse à travers ses services et la société civile, et qui marchent tant bien que mal dans les villes, parce que je crois qu'on constate de plus en plus que les leaders, disons, municipaux ont de la peine à faire entendre leur voix vis-à-vis des populations, du fait de leur représentativité. Donc on peut passer par les sociétés civiles non soumises ou soumises,
Toujours est-il que là, il y a de quoi réfléchir à la manière de... Quels sont les canaux de diffusion de l'information et par quel support de diffusion de l'information il faut passer désormais pour sensibiliser les urbains à la problématique de la préservation de l'environnement dans la perspective de la lutte contre le changement climatique. Parce qu'on ne peut pas nous faire croire que les gens ne voient pas que c'est un non-sens que de déverser les déchets solides dans les drains qui vont par la suite les inonder. Donc, sinon, les résultats que nous avons eus, jusque-là, vont aller à volo. Hein, parce qu'on ne l'a pas souligné assez. Mais après la conférence de Paris, à COP25, on a eu quand même sur Douala presque 130 milliards de francs CFA, hein, traduit concrètement par le projet de drainage pluvial. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est une mesure d'atténuation des effets du changement climatique qui résulte de la conférence de Paris. Et 40 km de drains qui ont été aménagés et qui sont complétés aujourd'hui par des espaces de respiration et de socialisation qu'on est en train de faire. Et à la COP 22 à Marrakech, là on a décroché le projet de mobilité urbaine soutenable dans le cadre de la mobilité Mobilize Your City, qui est aujourd'hui à l'origine du projet de mobilité de Douala, qui s'élève à presque 200 milliards de francs et qui devrait être mis en œuvre d'ici 2 ou 3 ans, et qui participe donc justement à travers le projet de transport de masse collective qui va être mis en place aux effets d'atténuation des effets du changement climatique. Alors maintenant, peut-être après la conférence de Glasgow, on était parti pour choisir un mode de déplacement qui soit accessible au plus grand nombre. Donc si on s'oriente vers le gaz ou un BRT électrique, ça risque de renchérir les coûts. Mais en ce moment-là, peut-être si entre-temps on a les fonds verts et le marché carbone, ça permettra certainement, on va leur brandir ça permettra certainement d'avoir un système de transport collectif peu polluant. D'accord. Alors on va poursuivre avec, on va essayer de se recentrer sur les travaux, alors le satisfecit de la Commission des forêts d'Afrique centrale, mais on va également interroger tout à l'heure le rôle des acteurs et éventuellement les solutions alternatives, les solutions d'amélioration de ces questions climatiques et environnementales, de préservation du climat. Ce sera peut-être après avoir écouté le ministre Jules Dorindongo de la forêt et de la faune du Cameroun, mais avant peut-être de prendre ces quelques éléments de satisfecit de la Comifac, qui a élaboré une déclaration des pays, a signé le 26 août dernier. Puis lors de la conférence sur les forêts tropicales tenue à Berlin, République fédérale d'Allemagne, les 7 et 8 septembre 2021, elle a pu obtenir également un certain nombre de financements, une enveloppe de 81 milliards de francs CFA. On parle également de sa présence en France en octobre, sans compter la grosse enveloppe obtenue par le bassin du Congo de 983 milliards qui permettra aux pays de la sous-région de renforcer la gestion durable de leurs forêts. On va peut-être écouter Jules Dorindongo qui se dit satisfait. As we all know, the conference has already started, and I'm here in my capacity as Comifac chairperson. And as such, as you may know, we have put in place with my friend Dr. Kishan Roque help what we call Congo Basin engagement, commitment, and an appeal for equitable financing. So we wrote it and presented it at Berlin, and this conference offers us the opportunity to present it again as an argument to convince our partners to put more funding in favor of Congo Basin states because of their efforts done
in favor of conservation. We think that climate funding allowed to Congo Basin states are not enough. We deserve more, and this is our plea during the conference. Nous sommes ici aujourd'hui à Glasgow, dans le cadre de cette conférence, en tant que président du Conseil des ministres, président des exercices du Conseil des ministres de la COMIFAC. La COMIFAC, avec l'aide de la coopération allemande, et notamment du docteur Christian Roux, avait déjà élaboré et mis au point la déclaration d'engagement des pays du bassin du Congo et un appel à un financement équitable en faveur des mêmes pays. Comme vous le savez, le bassin du Congo est un puits de carbone. D'ailleurs, il stocke davantage qu'il n'émet. Voilà donc le ministre camerounais de la Forêt et de la Faune qui se dit évidemment satisfait pour la COMIFAC. Donc un ton un peu différent, hein, de façon globale pour les autres pays africains. Est-ce qu'on peut véritablement se satisfaire du résultat obtenu par la COMIFAC, 983 milliards de francs? 983 milliards de francs. Oui, en termes de financement. Le fameux milliard et demi de promesses, dollars. Milliard et demi. Ah non, en fait, plus 81 de l'autre côté. Ok, en fait, comme on l'a déjà dit depuis l'entame de cette émission, c'est quelque chose, mais c'est très insignifiant pour la gestion des forêts du bassin du Congo. Et donc, peut-être, pour revenir un peu sur la question que vous avez posée précédemment, en réalité, mon idée, c'était un peu de dire que même si nous attendons des fonds de l'extérieur, il est important que les États africains prennent les choses au sérieux et qu'à notre niveau, même déjà, comme mettre notre propre contribution pour se préparer à mieux capter les fonds qui viennent de l'extérieur. Donc, c'était un peu ça l'esprit de la chose. Mais je pense qu'avec les financements qui sont captés en ce moment, il manque encore beaucoup à compléter. Alors, sur les acteurs, je reste un peu avec vous, sur les acteurs institutionnels, publics, privés, qui sont-ils et quel est leur rôle sur ces questions? Alors, pour nous autres, en tant que société civile, on a un rôle d'accompagnement, peut-être pour vis-à-vis des gouvernements, mais on a aussi un rôle, comment on dit ça, on a aussi une mission de plaidoyer à mener. Pourquoi? Parce que généralement, avant les COP, il y a ce qu'on appelle la préparation. Il est intéressant que chaque État élabore sa feuille de route et tout, voilà, que les problèmes ou bien nos préoccupations soient soulevées et portées. Nous autres, en tant que société civile, on accompagne donc un peu les gouvernements ou bien les États dans ce sens-là. Après ça, il y a aussi le côté des négociations qui est purement géré par le point focal changement climatique au niveau du ministère de l'Environnement, mais qui sont des questions sur lesquelles je ne peux pas véritablement me prononcer. Donc voilà, en tant que société civile, notre mission principalement, c'est d'abord un travail de plaidoyer, mais aussi d'observation de ce qui est fait. Donc au niveau de la sous-région, par exemple, on a un groupe d'acteurs non étatiques dont la préparation s'est faite sous la couverture de la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, la CEFDAC, et au sein de laquelle nous avons justement, comment on dit ça, soulevé nos préoccupations. En ce qui concerne les marchés internationaux du carbone, il y a un certain nombre de préoccupations que nous avons soumises dans le cadre de la 26e COP qui s'est tenue. Mais on a également le plaidoyer qu'on a porté au niveau des États africains sur la question des pertes et dommages à travers le réseau mondial des organisations de la société civile pour la réduction des risques et catastrophes. Donc c'est un plaidoyer qui a été géré... Plaidoyer à l'intention des pouvoirs publics. Non, plaidoyer à l'intention des Nations Unies, du secrétariat des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il était question que la question des pertes et dommages soit à l'ordre du jour. Donc voilà par exemple un peu des questions que nous avons portées au niveau de nos différents États. Donc c'est un peu comme ça que, en tant que société civile, nous avons pu jouer notre rôle. Et avez-vous le sentiment que vous avez une oreille attentive qui vous écoute au moins? Oui, comme je disais tout à l'heure, on a une oreille attentive, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'en ce qui concerne la gestion des... Comment on dit ça? La question des pertes et dommages
à part les missions qui sont définies, on n'a pas une véritable feuille de route ou bien les moyens qui sont définis pour la gestion de ces questions. Donc, il est important qu'on alloue véritablement les fonds pour gérer ces questions au niveau des pays africains. En ce qui concerne les marchés du carbone, on a également le nouveau marché du carbone qui a été décidé sous l'article 6, mais avec, comment on dit ça, avec des comment dire, en fait, il y a des choses que nous avons décidé de mettre de côté, notamment le report des... Il faut peut-être... D'accord. Il y a Jean-Yves qui va peut-être prendre. Voilà, le temps que vous remettiez un peu vos idées en place. Alors, quand on regarde un peu nos États, je veux dire que, est-ce qu'on a le sentiment que les pouvoirs publics se rapprochent des spécialistes des questions de la société civile, ceux qui au quotidien travaillent sur ces questions-là et s'en inspirent, qui sait peut-être, pour définir les politiques publiques dans le cadre de ces questions de préservation environnement, climat? Oui, le cadre de concertation est permanent entre la société civile, les différents experts. Tout, la preuve, lui-même, vous l'a évoqué qu'il existe des points focaux au niveau du ministère de la Forêt, de l'Environnement et tout. Donc, ça voudrait dire que le cadre de concertation est là. Et lorsqu'il a aussi évoqué si bien que chaque pays prépare sa vision, fait son diagnostic, ses attentes, ses besoins, c'est beaucoup plus une analyse holistique qui intègre un certain nombre d'acteurs sociaux, politiques et économiques, bien sûr. Donc, ce qui voudrait dire que le cadre de concertation est une réalité. On ne peut pas s'asseoir dans un bureau à Yaoundé et tout simplement commencer à prendre des documents sans qu'on ne puisse se rassurer que ces documents doivent relayer, apporter une réalité même du terrain. Et la réalité du terrain, c'est aussi la société civile, c'est aussi les populations riveraines, c'est aussi d'autres acteurs économiques et politiques qui sont mêlés. Je vous parle un exemple. Si vous voulez par exemple parler de la préservation de la forêt, et que vous n'êtes pas en train d'intégrer, par exemple, l'ensemble des forestiers qui ont des licences de coupe et bois, qu'est-ce que vous allez en faire par la suite? Rien du tout. Si, par exemple, les populations riveraines qui sont à même de pouvoir dire « Stop, monsieur, vous pouvez couper cette essence et l'autre, vous ne pouvez pas », à partir de ce moment-là, vous ne serez pas en train de vouloir mettre sur pied une politique environnementale véritablement ambitieuse et volontariste. Donc, pour nous, le cadre de concertation est là. Pour revenir au ministre Jules Dorendongo, il y a de quoi qu'il soit satisfait, parce que n'oublions pas que nous avons commencé à l'entame de cette émission en disant qu'il y a eu un engagement des uns les autres, à dire nous allons vous donner 100 milliards de dollars. Et à la fin, nous avons constaté qu'on n'a rien eu. Alors, si maintenant les 983 milliards sont réels... C'est environ le milliard et demi. Oui, 1,5 milliard de dollars, si vous voulez parler dans ce contexte-là, sont réalité. Et donc, les engagements en termes de disponibilité de financement sont réels. Donc, il y a de quoi être satisfait en disant que l'ensemble des projets et des activités qui ont été présentés et qui sont dans l'attente du financement et d'accompagnement et d'appui par rapport donc, à ces moyens et à ces fonds financiers, il y a de quoi véritablement se dire que voilà, on va faire ceci pendant une année et qu'avant qu'on arrive en novembre 2022 au prochain sommet COP27, nous aurons une matière à dire voici ce qui a été fait, voici ce que nous voulions encore améliorer, voilà là où nous attendons que vous puissiez encore mieux nous accompagner, mais en interne, voici ce que nous avons pu faire. Peut-être de revenir à vous, Jean-Yango. Si on évaluait le besoin de financement, parce que tout le monde dit, disons, en faisant tous les arrondis, les 2 milliards de dollars qu'on obtient là, c'est insignifiant, ça ne représente rien. Que faut-il exactement en termes de moyens financiers?
Donc, en termes de moyens financiers, peut-être avant de répondre à la préoccupation, je vais revenir un peu sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Sans souci. Oui, je voulais juste dire que l'un des points que nous avons soulevé concernait les marchés internationaux du carbone, parce que chaque projet climatique qui est développé dans le cadre des marchés internationaux du carbone permet effectivement de contribuer au développement des pays les moins avancés sur un certain nombre de points, notamment les énergies renouvelables, la santé, l'éducation et autres. Et donc, nous avons demandé, par exemple, l'annulation de tous les crédits sous le MDP, ce qui n'a pas été le cas parce que avec le mécanisme de développement propre, qui est le mécanisme financier développé sous le protocole de Kyoto, ça n'a pas été le cas parce qu'avec le nouveau mécanisme qui est mis en place, on a un transfert de 120 millions à 300 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui n'est pas une bonne chose dans la mesure où on sait que ces crédits auraient pu être comptabilisés sur de nouveaux projets. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce niveau. Alors, Jean Yango, oui. Abordons maintenant la question donc, des solutions alternatives. D'abord, quelles sont-elles? Mais elles sont diverses et variées. Déjà, nous avons relevé que les problèmes de changement climatique sont anthropiques, c'est-à-dire que pour l'essentiel, ils sont les conséquences des comportements des hommes. Hein, nous avons pris le cas dans les villes en particulier. Hein, si on prend le cas des inondations, hein, dans le cas le plus simple, dans le cas de la ville de Douala, c'est déjà toute cette occupation des zones humides, tout cet encombrement des drains par les déchets solides. Nous avons évoqué tout à l'heure tous les problèmes liés au transport très polluant et donc la nécessité de passer au transport urbain de masse. Nous pensons également aux matériaux de construction. Vous savez que le gouvernement a pris depuis une quinzaine d'années une heureuse décision de promouvoir l'utilisation des matériaux locaux, notamment les constructions en terre, mais même celles qui sont en briques peuvent également être significativement améliorées. Là, il faut objectivement observer que le pas n'est pas à la cadence de ce que l'on aurait souhaité. Je parle même de ce que le gouvernement lui-même aurait souhaité. Nous pensons également à la destruction des mangroves, des forêts par l'exploitation abusive et non contrôlée de 10 espaces naturels fragiles. Et donc ça signifie qu'à contrario, n'est-ce pas, les mesures qui devraient être prises portent justement sur les actions que l'on peut entreprendre pour les effets contraires, c'est-à-dire arrêter l'exploitation sauvage des mangroves ou remplacer les espaces en espèces qui sont exploités pour les besoins d'extension portuaire ou d'autres activités. Donc on ne reviendra pas sur l'exploitation, la déforestation sauvage. Dieu soit loué qu'on n'en est pas encore arrivé au niveau de l'Amazonie, de ce qui se passe au Brésil, mais rien n'empêche que des mafias puissent également s'installer et s'engagent dans ce couloir extrêmement dangereux. Les solutions pour ce qui concerne les transports, je vous ai fait état de ce qui est déjà entrepris à Douala et Yaoundé bientôt pour promouvoir les transports de masse, pour favoriser la marche à pied, etc. Au niveau de l'habitat, pareil, je pense qu'il y a une assistance donnée Habitat qui est apportée au gouvernement camerounais, à la ville de Douala en particulier, pour l'exploitation des matériaux locaux et une meilleure qualité des ciments. Je pense que d'ailleurs sur le plan local, les cimenteries font des recherches pour améliorer la qualité de leurs services à l'endroit des populations. Du point de vue de l'habitat également, il y a toutes ces initiatives en termes de promotion et de mise en œuvre des espaces de respiration, de structuration de l'espace, des actions qui sont prises en matière d'hygiène, même si malheureusement récemment on a vécu une semaine un peu compliquée là, avec les déchets qui n'étaient pas collectés dans la ville, mais bon, le gouvernement a vite fait de redresser les choses. Bref, je pense que
j'ai la faiblesse de penser que les mesures doivent d'abord être prises localement avant de pouvoir espérer que, à la faveur de l'exploitation solidaire de ce que j'appelle les biens publics mondiaux, n'est-ce pas, les pays du Nord viendront à la rescousse des maux que nous observons et dont les populations malheureusement les plus malheureuses vivent. Parce que là aussi, l'Afrique ne pollue pas peut-être beaucoup, on parle de 1% ou 2%, mais elle n'a malheureusement pas les moyens de répondre efficacement aux problèmes, n'est-ce pas, qu'engendrent les effets du réchauffement climatique en termes d'érosion marine. On a vu des pays où, notamment entre Lomé et Cotonou, la route a dû être déplacée en raison de l'érosion. Il n'est pas exclu que dans la région de Kribi, si ces phénomènes ne sont pas bien maîtrisés, le fait que la route qui va au port soit très proche de la côte, qu'on soit dans un avenir pas très lointain, n'est-ce pas, obligé de déplacer la route. En plus de ce que dans une ville comme Douala, si vous avez été à la salle de fête aujourd'hui, on a un modèle numérique de terrain qui montre manifestement que toute la partie sud de Douala est exposée aux remontées des eaux. Je parle de l'aéroport du port. Donc imaginez un seul instant que du fait simplement de la hausse du niveau de la mer résultant du réchauffement climatique, nous n'ayons plus ces infrastructures de portée internationale. Je crois qu'on fera un double salto arrière en termes de sous-développement. Jean-Claude Youth, Jean Yango en réalité, dans son développement, parle d'une transformation de notre mode de vie. Transport, il faut renforcer les transports, davantage de drains, tout en conservant déjà ce qui est existant, libérer les trottoirs, donc tous les petits commerces informels, avec ce que ça entraîne comme question de chômage. A-t-on les moyens véritablement de se mettre sur le schéma de la stratégie globale de préservation de l'environnement et du climat? Pour pouvoir dire que est-ce que nous avons les moyens, il faudrait d'abord que nous estimons le coût de cette stratégie environnementale. À partir de ce moment, nous allons dire nous n'avons pas les moyens de financer, ou bien nous les avons, ou bien nous les aurons à court terme, à long terme, à moyen terme. Je ne sais pas si vous voyez. Mais n'ayant pas encore eu à estimer, nous ne pouvons pas opérer une fuite en avant, tout simplement en disant que c'est quelque chose qui vient de loin. Nous ne nous sentons pas encore suffisamment concernés de par le fait que vous voyez au niveau de pollution, de contribution à la pollution mondiale où nous en sommes, on est très loin, donc continuons notre bonhomme de chemin. Les solutions ici sont à plusieurs niveaux et variantes. Nous avons des solutions sur le plan d'abord industriel. Nous devons avoir des solutions sur le plan individuel. Nous devons avoir des solutions sur le plan communautaire. Nous devons avoir des solutions sur le plan sous-régional. Nous devons avoir des solutions sur le plan panafricain. Il faudrait que nous renforcions aussi, par exemple, les législations. Et ensuite, que nous appliquons ces législations. Parce que, je vous prends un exemple. Au 1er janvier 2022, les pays de la zone CEMAC s'étaient engagés qu'ils ne vont plus exporter les grues de bois. Mais on a remis cela à 2023. Uniquement parce que vous êtes en train de transformer ces grues de bois en produits finis sur place, vous êtes sûr que vous allez réduire la facture, par exemple, du nombre de grues dont vous pouvez avoir besoin. Parce qu'en fait, vous êtes peut-être en train de faire des calculs en ce qui concerne le nombre de grues pour la priver des devises. Mais vous pouvez avoir plus de devises à travers la transformation, donc par une valeur ajoutée en continu. Donc, ce qui voudrait dire que là, c'est une volonté politique, une orientation. Et nous nous félicitons du fait que la SND 30 s'inscrit bel et bien dans cette dynamique où tout ce que nous pouvons produire sur place sera substitué aux produits d'importation. À partir de ce moment-là, nous serions aussi déjà en train de dire que sur le plan industriel, nous sommes en train d'apporter un certain nombre de solutions. Maintenant,
les usines qui naissent, on dit qu'elles sont nouvelles. Mais entre-temps, elles ouvrent directement d'emblée avec des machines qui utilisent un certain nombre de carburants, de combustibles, voilà, hein, mais qui sont polluants. Je vous prends un exemple. Si vous ouvrez une usine et que les machines doivent tourner, par exemple, au gasoil, au lieu d'opter pour les machines peut-être qui devaient tourner à l'énergie électrique, à partir de ce moment-là, vous avez une facture de pollution assez élevée. Donc déjà, la politique même d'industrialisation, de mise en place et d'implantation des industries doit déjà nous révéler combien, à quel niveau de pollution ou pas nous serons à l'horizon peut-être de 2030, 2050. C'est une orientation. Par exemple, sur le plan individuel, nous consommons de l'énergie électrique dans nos maisons. Nous construisons comment? Il y a des maisons où on trouve à peine des fenêtres, où la lumière du jour est accessible. De par peut-être le fait qu'on voudrait plutôt privilégier les espaces d'habitat, mais en oubliant qu'il faudrait également faire respirer ces maisons. Alors, une maison qui est éclairée à l'énergie électrique, du matin au soir, n'est pas une maison écolo. À partir de ce moment-là, la facture énergétique, la consommation énergétique est élevée. Elle est en cours. Et si toutes ces maisons à une échelle grande nécessitent plus d'énergie, ça voudrait dire que vous allez pousser l'État à plus de production. Et si vous êtes donc dans un État qui n'est pas sur le plan naturel, par exemple des cours d'eau comme le Cameroun, il sera obligé peut-être de produire à base du gasoil, ou bien à base du gaz, ou bien qui est même moins polluant que pour ceux qui peuvent utiliser, ou bien pour certains même du charbon, comme l'Afrique du Sud. À partir de ce moment-là, comment vont-ils s'en sortir? Parce que c'est nous qui mettons la pression en termes de demande, en termes de demande énergétique. Donc, les habitudes individuelles, les modes de vie doivent également être révolutionnés. Sur le plan communautaire, nous devrions également nous associer. Je vous prends un exemple. On est en train de parler des plaques photovoltaïques aujourd'hui, et où nous pouvons produire nous-mêmes l'énergie dont nous avons besoin. Alors, vous avez donc un excédent de production d'énergie, de par le fait que votre consommation ne vous permet pas de consommer tout. Alors, vous êtes à même de mutualiser votre production au service de la communauté et des voisins et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, l'esprit de communautarisme, l'esprit d'entraide, de solidarité va nous permettre effectivement d'être en train de, favoriser par exemple les énergies renouvelables, deuxièmement, réduire les factures de consommation d'énergie électrique, et troisièmement, avoir plus de solidarité et plus d'harmonie, et un cadre de concertation plus élevé. Donc, vous voyez que nous sommes ici dans un environnement où la sensibilisation individuelle, collective et le cadre législatif et réglementaire doivent être mis sur pied pour que nous puissions faire face maintenant à tous les défis sur le plan environnemental. Anissa, avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics, notre cadre institutionnel, le budget de l'État est volontariste dans cette lutte pour la préservation de l'environnement, du climat? Ok, en ce qui concerne la volonté politique, je voudrais dire qu'il y a un réel engagement de la part des pouvoirs publics, mais sur le plan des moyens, il n'y a presque pas de moyens. Parce qu'en tout cas, nous autres, en tant que société civile qui travaillons depuis 10 ans, on n'a jamais reçu un appui quelconque du gouvernement. On reçoit toujours des appuis des partenaires internationaux, alors qu'au niveau national, on pense que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose aussi. Et sur le plan de la réglementation, ce que je voulais juste ajouter par rapport à toutes les initiatives qui ont été dites, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de décentralisation. En réalité, c'est une question qui concerne les communes, les communautés territoriales décentralisées. Et donc, il est important que pour toutes les solutions qui ont été proposées aujourd'hui,
que les communes s'organisent mieux, notamment en élaborant déjà peut-être des documents comme ceux qu'on appelle généralement les plans communaux de lutte contre les changements climatiques. Et donc, ces documents peuvent permettre aux communes, par exemple, d'être assez compétitives sur les différents guichets pour la levée des fonds et autres. Mais si on n'a pas des documents avec des politiques bien élaborées avant, des technologies qu'on entend, comment dire ça, déployer pour la croissance verte en fonction du contexte. Parce que les zones géographiques sont différentes et on n'a pas les mêmes préoccupations dans toutes les localités. Donc il est important de tenir compte de tout ça, d'élaborer des documents communaux de lutte contre les changements climatiques afin de pouvoir capter les fonds et même de mieux évaluer nos besoins en termes de finances climatiques. Justement, vous qui avez travaillé sur les collectivités les collectivités territoriales décentralisées, je l'ai dit, vous étiez un expert ici à la communauté, vous étiez expert à la communauté urbaine de Douala. Avez-vous le sentiment que ces entités sont suffisamment armées en termes de ressources, donc personnel qualifié sur ces questions-là, en termes de ressources financières, en termes de stratégie pour accompagner ce combat? On n'a jamais assez de ressources, en particulier dans les pays, dans les villes comme les nôtres. Mais rassurez-vous, en ce qui concerne la ville de Douala, qui sur beaucoup de sujets a toujours eu un temps d'avance sur les questions liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire d'une manière générale. C'est depuis 2009 que la ville de Douala a engagé à élaborer son agenda 21 local, conformément aux recommandations pertinentes de la conférence de Rio de 1992. Et même le sigle, le développement durable, on l'a intégré au niveau de la communauté urbaine de Douala avant même l'État qui l'a agrégé au titre du ministère du MINEDEP un peu avant la conférence de Paris. Donc c'est dire que les enjeux du développement durable ont toujours été au cœur de la politique, des politiques qui ont été à la tête de la communauté urbaine de Douala. Bien entendu, face à l'élaboration de ces documents, la ville s'est également dotée d'environnementalistes dont certains sont particulièrement pointus. Nous sommes même enviés à l'échelle internationale. Et j'ai la conviction que face à la nécessité, à l'ardente obligation de disposer de cadres vraiment pointus sur tous les plans en matière environnementale, non seulement la compréhension des phénomènes, mais surtout la capacité à mobiliser les fonds verts, etc. Il faudra que la ville s'inscrive. Je suis certain que la ville s'inscrit dans cette dynamique-là. Et au-delà de la ville, le Cameroun tout entier, et comme il le disait tantôt, des villes en particulier, parce que c'est vers les villes que les habitants s'orientent. Les enjeux environnementaux sont essentiellement des enjeux urbains. Oui, de ce point de vue, quels sont les blocages? Il n'y a pas de blocage particulier en tant que tel. Le blocage ne pourrait résulter qu'en amont, c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau des universités et des centres de formation, n'est-ce pas, que cette réalité mondiale soit prise en considération et qu'on conçoive des programmes de formation et des diplômes qui soient adaptés, n'est-ce pas, aux enjeux du développement actuel. Stratégie donc insuffisante de ce point de vue. Jean Yout? Non, déjà au niveau du blocage dont vous avez évoqué là, le premier élément dans le cadre du blocage, c'est la limitation des moyens disponibles. Parce que vous pouvez avoir des activités, une stratégie, une planification, mais vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir financer toutes ces activités-là et tous ces projets. Alors ça devient un élément de blocage. Et à partir de ce moment-là, vous commencez tout simplement à vous résigner dans ce que vous pouvez appliquer, mais tout en essayant de rester dans la dynamique de la préservation de l'environnement. Donc c'est un élément accru qui est on ne peut plus majeur à signaler. Faible moyen, faible disponibilité. Et puis maintenant, est-ce que les budgets peuvent-ils évoluer beaucoup plus vers les fonds verts
par rapport aux fonds qui sont connus dans le cadre du fonctionnement dit normal, oui, mais à une condition, il faudrait également que les mentalités, les mœurs et les habitudes de fonctionnement, parce que si vous voulez par exemple amener, je vous prends un exemple simple tel qu'il a évoqué, dans les différentes journées par exemple, les journées citoyennes de lutte contre la pollution, où on peut par exemple dire journée sans automobile. Je crois qu'il y a une expérience comme ça. Journée sans voiture, oui. Voilà, journée sans voiture. La 3e édition. Ok, une journée sans voiture. Si les citoyens de la ville n'adhèrent pas, ne décident pas personnellement d'abandonner leur véhicule, ne serait-ce que pour une journée, et peut-être accepter, adopter le mode de transport à pied ou à vélo, qui sont des outils adaptés par rapport à cela. À partir de ce moment-là, vous pouvez connaître, vous le dirigeant de la ville, une pression de la part de cette population qui vous présentera par exemple, comme on dit souvent, time is money, vous êtes en train de perdre du temps, nous sommes en train de rallonger nos temps d'arrivée au bureau, nous ne pouvons pas joindre ainsi de suite. Et cette pression-là pourra vous amener peut-être même à reculer. Donc à partir de ce moment, il faut l'adhésion. Et c'est de cette adhésion-là où on sait par exemple que près de 2 millions de citoyens de la ville de Douala, par exemple, peut-être que 500 000 souhaiteraient utiliser le mode de transport à travers des vélos qui seront mis à un certain niveau de coin des carrefours et de la rue. Vous allez voir que la facture, par exemple, d'acquisition ou bien d'obtention des vélos ou à partir de la communauté urbaine va s'accroître. Donc, ces éléments sont liés. Et vous ne pouvez pas anticiper. Je vous prends un autre exemple. Si vous dites que, je dis n'importe quoi, toute usine qui est au niveau de la zone industrielle ou bien des zones industrielles de Bassa, de Bonabéry, doit avoir un niveau de pollution peut-être d'un niveau de tonnage, par exemple, à telle quantité, et que ces usines-là n'adhèrent pas. Et vous disent par exemple que, ok, nous ne pouvons pas changer notre technologie parce que nous n'avons pas les moyens, peut-être pour pouvoir refinancer la chaîne de production. Nous allons fermer boutique tout simplement. Vous, le dirigeant de la ville, on va vous dire, voilà les emplois qui seront détruits, voilà par exemple la demande en termes de consommation de ces produits qui va se poser, un problème social va naître, voilà par exemple au niveau de la fiscalité, qu'elle soit locale ou bien nationale, elle va en pâtir et tout. Vous allez reculer. Donc, ce que voudrait dire que vous avez besoin d'un cadre de concertation, d'une adhésion massive des uns et des autres, que ce soit sur le plan individuel, économique, social et culturel. Alors, Jean, je reviens un peu à vous. Vous parliez tout à l'heure vous avez pris l'exemple de la zone sud de Douala, qui est exposée à des conséquences fâcheuses. Doit-on reconfigurer la ville, je veux dire, libérer ces espaces, les réaménager ailleurs, ou alors y a-t-il un besoin des aménagements particuliers pour éviter ces catastrophes-là? En fait, ne tournons pas autour du pot. Tous les espaces sont aménageables. Okay. Mais le problème, c'est à quel coût? À quel coût est-ce que ce serait aménageable? Est-ce que cela vaut la peine de maintenir, par exemple, ou d'envisager de développer un certain nombre d'infrastructures dans cette zone de point bas de la ville de Douala, hein, où les infrastructures, les équipements ou les projets en question coûteront 3 fois ou 4 fois plus cher, sans pour autant même vous donner la garantie de leur pérennité. Donc, quand on est dans un contexte de contrainte de moyens, il vaut mieux réfléchir par 2 fois dans le cadre de l'allocation des ressources. Alors, je voudrais revenir sur la problématique des moyens. Si on regarde, se penche un peu sur la gouvernance et qu'on fait l'inventaire des ressources qui sont affectées à l'environnement, on se rendra probablement compte que le gouvernement met des moyens, s'ils ne sont pas considérables, significatifs, aux problèmes liés à l'environnement, puisque c'est réparti entre plusieurs départements ministériels, MINEFDEP, ministère de la faune et des forêts,
ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du développement urbain, voire ministère de l'industrie. Donc si on concentrait tout ça, peut-être qu'on aurait une meilleure visibilité par rapport aux ressources non moins significatives qui sont consacrées par le gouvernement aux problématiques liées à l'environnement, au changement climatique. Donc en fait, une ville se construit sur la base de ses contraintes et des capacités financières, parce que quand on construit cher, ça veut également dire que le service devient cher vis-à-vis des habitants. Et on n'est pas à Dubaï où le revenu par habitant est de 30 000 $ par habitant. Si on n'est même pas à taux de 100 000 $, ça devient problématique de leur proposer à nos concitoyens des équipements chers. D'autant que ces mêmes espaces peuvent être utilisés à d'autres fins moins onéreuses, hein, peut-être la pêche ou le tourisme naturel, etc., etc. Bref, la ville de Douala a une configuration aujourd'hui qui fait qu'il vaut mieux éviter les aménagements vers les parties littorales. Je voudrais réagir aussi par rapport à cette question pour un titre de complément, pour dire que nous avons deux exemples dans le monde qui sont des pays et villes au niveau de la mer. La Hollande, qu'on appelle Pays-Bas, c'est un pays qui est vraiment au niveau de la mer. Mais la Hollande a mis sur pied, dans le cadre de ces villes, un certain système de protection, de bouclier autour de ces villes. Donc, ce que voudrait dire qu'ils ont pris conscience d'abord du fait qu'ils sont au niveau de la mer et que naturellement, quel qu'en soit le niveau d'élévation, d'augmentation du niveau des mers, ils sont directement engloutis. Alors, ils construisent des murs de pierre, ils construisent des murs, ils font un certain nombre de drains qui font en sorte qu'ils ne soient pas envahis par la montée des eaux. Donc, c'est une réalité. Nous avons une réalité dans cette ville de Douala. Il y a un mois et demi, c'était bien inondé. Hein? C'est-à-dire, c'est comme par exemple, vous pouvez, les drains par exemple de la ville de Douala, qui ont été efficaces à un certain moment donné, mais si vous recevez un certain niveau de pluviométrie, et donc vous ne vous attendez pas, je vous prends un exemple, si vous recevez 3 mois de pluviométrie en une journée, c'est clair, c'est net, pendant au moins les 4, 5, 6 heures qui vont suivre, vous serez inondé. Ouais. Parce qu'en réalité, le niveau des eaux et la capacité des drains va être en situation d'incompatibilité. Donc, il y a toujours une capacité de rétention. Même lorsqu'on construit des drains, on dit qu'on peut, par exemple, résister à un niveau de pluviométrie peut-être d'une semaine. Mais au-delà, peut-être qu'on est en difficulté. Ou bien un mois, on est en difficulté. Mais c'est pour cela parfois que nous ne nous réveillons plus chaque nuit lorsque nous avons des pluies de nuit et de jour, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité des drains dans cette ville aujourd'hui. Bon, donc je voulais tout simplement dire qu'on peut continuer à protéger notre environnement. Et la ville de Douala, je vous prends un exemple, la mangrove qui est du côté de Youpé. Elle empêche à la mer de pouvoir avancer. À chaque fois où elle vient, elle va buter sur le niveau de la mangrove. C'est une barrière naturelle protectrice énorme pour les populations. Mais lorsque nous voyons les uns les autres qui sont en train de vouloir détruire cette mangrove parce qu'ils veulent construire des habitats, parce qu'ils veulent avoir une vue sur la mer, nous disons que c'est des inconscients. Parce qu'ils sont en train d'exposer toute la ville à partir du moment où vous décidez de détruire la mangrove de Youpé. Voilà une simple réalité. Vous pouvez par exemple, vous allez du côté de la base navale. Vous vous demandez pourquoi il y a des murs de pierre et des grosses pierres. C'est parce que ces pierres-là ralentissent et empêchent à l'eau d'évoluer. Donc, on est capable de pouvoir le faire et de monter un certain nombre de projets comme ça, mais tout en se disant que, attention, si le niveau de la mer évolue peut-être de plus d'1 mètre, nous ne pouvons pas résister. Alors, Anissé, les acteurs non gouvernementaux, les organismes qui accompagnent ces stratégies-là, en dehors des financements, comment interviennent-ils? Au Cameroun, bien sûr. Au niveau du Cameroun, il y a, en dehors de la question des financements, la contribution au renforcement des capacités. D'accord. Je vous parlais par exemple de notre partenaire, Carbon Market Watch, qui nous accompagne sur les questions de marché carbone, parce que ça représente une opportunité pour l'Afrique. Et donc, là-dessus, il est important qu'on soit suffisamment formé pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc,
il y a ce côté de transfert de connaissances qui est assez intéressant et donc nous pouvons bénéficier aussi des partenaires internationaux. Vous voulez ajouter? Oui, je voulais, pour éviter qu'on fasse rêver les Camerounais, c'est-à-dire que moi je veux bien vivre comme en Hollande, sur les polders. Ça, c'est sûr. Mais nous savons très bien que la Hollande est, si je ne me trompe, parmi les 3 pays dont le PIB par habitant est le plus élevé au monde. Donc si on peut déjà au moins libérer les emprises, les lits mineurs des cours d'eau de la ville de Douala, ce serait déjà beaucoup éviter que les populations obstruent les drains par les matériaux solides, matelas, etc. Bon, là, on voit qu'il y a une récupération des bouteilles plastiques là, qui se fait à la faveur d'une valorisation de ces bouteilles. C'est déjà une bonne chose. Les générations futures, en préservant le site, pourront peut-être faire des polders, permettant d'ailleurs que notre azobé, qui sert justement à la construction des polders, soit utilisé localement. Non, là, comme pour les projets de Dubaï, etc., vraiment, regardons la capacité contributive de nos concitoyens, de notre économie dans son ensemble, pour allouer nos ressources là où elles doivent l'être. D'accord. Vous l'ajoutez également? Non, c'est bon. Non, il ne peut pas ajouter. Alors, bon, en conclusion de toutes ces questions-là, je veux dire fondamentalement, au regard des réserves qui ont été émises au cours des différents sommets. C'est pas je me souviens encore de la COP21 à Paris, tout le bruit qui a été fait autour, et puis les satisfactions qu'on a pu observer après. Êtes-vous optimiste? Est-ce que le monde peut véritablement se mobiliser pour atteindre les objectifs définis afin de préserver véritablement? Parce que l'enjeu, il y a ces pays industriels qui ont des besoins réels de survie, j'ai même failli dire, pour leur population. Mais face justement à ces contraintes de préservation du climat et de l'environnement, est-ce qu'en tant qu'expert, vous êtes véritablement optimiste? Oui, oui, en fait, en ce qui nous concerne, nous sommes très très optimistes parce que si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là à Glasgow. Donc si on y va, c'est parce qu'on pense qu'il y a des engagements qui ont été pris, même si ces engagements n'ont pas été tenus, peut-être à force de mettre la pression, on peut avoir un début de solution un peu comme ça a été le cas pour le résultat qu'on a noté pour la Comifac. Donc nous pensons qu'il faut rester optimiste, il faut croire et donc les choses vont aller quoi. Jean-Claude Motte. La réalité est là et elle va toujours nous rattraper. Qu'on ait la volonté ou pas, la nature est en train de nous montrer les dérives auxquelles nous sommes en train de la soumettre. Et c'est nous les habitants de la Terre. Donc ça nous revient de plein fouet. Donc on est obligé de pouvoir s'arrimer, sinon c'est la nature qui va nous engloutir. Et nous sommes même dans une situation où l'espérance de vie ne cesse de s'accroître. La population planétaire ne cesse de s'accroître. Les Africains même, au Cameroun également, l'espérance de vie ne cesse de s'accroître. Donc ce que voulait dire que nous devrions toujours nous poser la question de savoir dans quel monde nos générations futures vont vivre et comment nous allons léguer ce monde-là. À partir de ce moment-là, une prise de conscience est obligatoire. C'est pour cela que ces sommets-là... Et là, vous êtes encore dans le discours, hein? C'est pour cela... Non, ce n'est pas dans le discours, c'est d'abord une réalité. C'est-à-dire que c'est de cette réalité-là où nous sommes maintenant en train de dire qu'il doit y avoir plus de volonté pour pouvoir donc améliorer cette situation. Alors, entre les sommets COP21 par exemple, dont vous avez évoqué, et aujourd'hui, vous avez connu la sortie des accords de Paris des États-Unis. Ils sont de retour aujourd'hui. C'est pas rien. C'est quelque chose. Parce que lorsque les États-Unis reviennent, ils vont mettre sur la table d'égal à égal avec la Chine, qui sont eux maintenant ces usines du monde, ces grands pollueurs-là. Ils vont prendre leurs responsabilités. Et nous sommes convaincus qu'avec plus de prise de conscience, plus d'engagement, on va y arriver. C'est pour cela que nous sommes obligés de mettre en œuvre tout ce qui est en train d'être dit dans ces différentes conférences.
on ne va pas tourner autour du pot. Hein. La réalité, c'est qu'elle est devant nous. Donc, il y a une conscience mondiale par rapport à l'obligation que nous avons à lutter contre les effets du changement climatique. Mais l'autre réalité, en fait, c'est que quand on voit les perspectives de développement du monde, la majorité des continents seront en décroissance, alors que l'Afrique est le continent qui va absorber la plus grande croissance les années à venir. Autrement dit, la trajectoire écologique, la trajectoire contre la lutte contre le changement climatique sera celle que imprimera l'Afrique. Donc si nous les Africains, nous n'en avons pas nous-mêmes conscience, c'est nous qui allons rendre le monde en pleine catastrophe, quoi. Donc c'est pour dire qu'en fait la responsabilité de l'évolution du changement climatique dans le monde, elle repose d'abord sur les épaules de l'Afrique. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, quand on regarde l'exploitation de nos forêts, quand on regarde nos besoins alimentaires au quotidien, c'est une problématique qu'il faut mettre sur la table. Non, c'est une problématique qu'il faut mettre sur la table, mais soyons aussi sérieux. Qui exploite la forêt, comment on l'exploite? L'autre jour, on faisait état des Vietnamiens ou je ne sais pas quoi, là, qui trafiquaient la forêt. Hier, c'était au Congo, à Madagascar, c'est le bois rose. Et puis bon, dans le scandale géologique que constitue le Congo, bon, on n'en parle même plus. Donc, tout cela est, à notre sens, maîtrisable. Mais comme je venais de le dire tantôt, c'est l'Afrique qui va orienter la trajectoire de la lutte contre le changement climatique les décennies à venir. Est-ce que politiquement on est en capacité d'y aller au regard des contraintes internationales, au regard des enjeux? Mais vous avez bien vu des que pays qui se considèrent comme étant les élèves des autres. La victoire de la CONIFAC montre bien que s'agissant de l'exploitation rationnelle des biens publics mondiaux, il y a au moins un consensus qui est en train de se faire de ce point de vue et qui justifie les presque 2 milliards que les pays du bassin du Congo ont rapporté de Glasgow après ce que Douala a apporté à COP21 en particulier. Sur le plan politique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous ne pouviez pas heureusement dire. Que tu n'as pas en face de toi tes contradicteurs. Oui, bon, ben, oui, c'est une bonne chose. Mais la réalité est là aussi. Sur le plan politique, il y a une volonté politique. La preuve, nous voyons des Africains décomplexés qui négocient avec les pays du Nord d'égal à égal. Parce qu'en réalité, lorsqu'on pose sur la table la problématique climatique aujourd'hui, avec le concept pollueur-payeur, on vous dit il faudrait que vous preniez vos responsabilités et que nous n'allons pas vous laisser continuer à dégrader la nature, à mettre nos vies en danger, de par le fait que vous avez une industrialisation sauvage, de par le fait que vous avez des velléités d'industrialisation, de développement sans limite. Donc, il y a un besoin de réglementation, il y a un besoin de prise de conscience. Nous constatons aussi qu'il y a une forme de délocalisation telle qu'il était en train de l'évoquer, parce que la Chine a été développée, mais elle a d'abord connu le transfert de technologie, les investissements étrangers et le marché, en dehors d'abord du marché interne chinois, qui est un marché de consommation propre aux produits chinois, mais n'oublions pas que les devises arrivent aussi à travers la consommation des produits par l'Europe et tout le reste. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de faire des yeux doux à tous ces investisseurs pour qu'ils nous viennent investir chez nous. Nous puissions faire évoluer notre produit intérieur brut, nos richesses, nos capacités en termes de transfert de technologie, et puis maintenant, mais tout en restant dans le concept environnemental. Je vous prends un exemple simple. Nous produisons l'essentiel de l'énergie électrique au Cameroun à travers une source naturelle, qui est de l'eau. Et même en termes de coût de production, certaines études ont démontré qu'après le nucléaire, mais qui a des effets gérables sur plusieurs années, dont la facture gonfle encore les impacts environnementaux, la source énergétique à partir de l'hydroélectrique est la meilleure.
est la meilleure. Donc nous sommes d'abord sur le plan politique, sur une orientation qui est dans une orientation où nous allons nous industrialiser. Nous allons augmenter notre capacité, notre déficit énergétique, mais tout en préservant notre environnement. Donc, ce qui voudrait dire que la volonté politique y est, l'engagement y est, les partenaires bilatéraux et multilatéraux sont là et sont prêts à pouvoir nous accompagner. Il faudrait tout simplement que les citoyens également prennent leurs responsabilités, continuent à accompagner et à soutenir l'État dans cette politique volontariste, parce que je vous ai dit au cours de tout ce développement que si les mentalités, les mœurs, les habitudes de consommation n'évoluent pas, même malgré la bonne volonté politique, vous ne pouvez pas, parce que vous avez la pression, vous devez d'abord servir la population qui vous a élu. D'accord. Et non le contraire. Sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter, je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir apporté votre expertise. Ce soir, c'est un thème assez technique, mais pour essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs les enjeux de ce qui se joue en ce moment sur les questions climatiques, la responsabilité individuelle de chacun, l'apport des pouvoirs, mais également les défis du monde par rapport au réchauffement climatique, à la préservation de notre environnement. Je voudrais vous dire merci, sincèrement, Anissé Kinfac. Merci. Jean-Claude Youth Fils. Jean-Claude Fils Youth, oui, pardon. Merci également. Et puis Jean Yango, sincèrement, merci d'être resté jusqu'à cette heure pour édifier nos téléspectateurs sur ces questions on ne peut plus importantes. Merci à vous à la maison d'avoir regardé également cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.